Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le tourisme lié à l'observation de la faune sauvage peut rapporter infiniment plus que le tourisme de l'exploitation. Le retour de la forêt permet de nombreux avantages. Par exemple, ça va retenir les sols, ça va limiter l'érosion. Et puis c'est un nouvel habitat qui va se mettre en place, qui va pouvoir accueillir une faune. Aujourd'hui, pour les paysans français et européens, c'est quand même d'engager des diversifications agricoles, c'est-à-dire des choses qui échappent aux lois du marché imposées par d'autres. On a un rôle de rappeler que la nourriture, c'est un bien précieux, indispensable à la survie de l'humanité. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Gilbert Cochet. Béatrice Crémer-Cochet. Voilà, nous sommes enseignants de sciences de la vie et de la terre, agrégés et avant tout naturalistes. Et nous avons écrit 2 ouvrages sur le réensauvagement la France et l'Europe réensauvagée. Alors qu'est-ce que ça veut dire le réensauvagement ? Le réensauvagement, ça vient d'un terme anglais, rewilding, parce que le concept est né au nord des États-Unis, au nord de l'Amérique. Et ça veut dire protéger un endroit pour lui permettre de retrouver toutes ses fonctionnalités d'origine, notamment en permettant le retour de toute la faune sauvage qui existait autrefois, alors qui existait dans des époques climatiques analogues à la nôtre, bien sûr. Et ce retour de la faune sauvage, il peut se faire soit spontanément, c'est le cas idéal, c'est ce qui s'est passé avec le loup en France par exemple, soit il ne peut pas revenir tout seul, pour différentes raisons. Dans ce cas-là, on va donner un petit coup de pouce, on va faire des réintroductions. Alors, vous avez dit lors de la conférence, quand la forêt revient, le sauvage revient. Quels sont les avantages ? Le retour de la forêt permet de nombreux avantages. Par exemple, ça va retenir les sols, ça va limiter l'érosion. Et puis c'est un nouvel habitat qui va se mettre en place, qui va pouvoir accueillir une faune, notamment la faune, les chevreuils, les cerfs, et puis leurs prédateurs, le loup par exemple, qu'on a évoqué. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Quelles sont, justement, vous avez parlé de fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités qu'apporte le sauvage, à part les sols ? Alors on a un exemple de fonctionnalités qu'on n'imaginait pas. Sur les hauts plateaux du Vercors, on a du calcaire. Et dans ce calcaire, l'eau traverse. Et on s'était dit, jamais il pourrait y avoir d'espèces comme le cerf, par exemple, le chevreuil, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et les cerfs sont venus, malgré tout, ils se sont roulés par terre, ont accumulé de l'argile de décalcification et qui a retenu l'eau. Et donc les cerfs ont créé des mares, des zones humides. Donc c'est une nouvelle fonction. En fait, ils ont fonctionné comme un ingénieur. Et ça, on ne pouvait même pas l'imaginer auparavant. Alors des fonctionnalités comme celle-là, il y en a plein d'autres. Il y a les pics qui font des trous dans les arbres. Et là-dedans, on va pouvoir venir se nicher toute une faune. Et voilà. Et donc ça devient de plus en plus riche.
Quel rôle peut jouer le tourisme ? Le tourisme lié à l'observation de la faune sauvage peut rapporter infiniment plus que le tourisme de l'exploitation. Un petit exemple concret, en Islande, il y a des ports qui ont complètement périclité, qui sont devenus des villes fantômes parce que le tourisme de l'exploitation a vidé complètement ces mers des harengs qui étaient présents. Et il y a une ville qui s'appelle Húsavík où les pêcheurs ont senti tourner un petit peu le vent et ils ont retapé toutes leurs embarcations de pêche. On en fait des petits bateaux très pimpants avec lesquels ils emmènent les touristes voir les baleines. Et quand vous allez dans ce port, loin d'être un port fantôme, tous les hôtels sont complets. Est-ce que ça veut dire qu'un animal vivant a plus de valeur qu'un animal mort ? C'est exactement ça. Et pour vous donner un autre exemple, c'est un pisciculteur en Écosse qui avait des élevages de truites ou de saumon, ou les deux à la fois, je ne me rappelle plus très bien. Et puis il y avait ce qu'on appelle un aigle pêcheur, un balbuzard, qui venait régulièrement lui piquer des saumons. Il n'était évidemment pas content, mais il a réfléchi, puis il s'est dit, finalement, je vais tourner le problème en avantage. Je vais creuser un bassin, je vais y mettre tous mes poissons qui sont pas très beaux, pas commercialisables parce qu'un peu mycosés, etc. Et je vais protéger chez le reste. Et puis ça a marché. Le pigargue est allé pêcher, il a regardé, puis il s'est dit, oh c'est joli, un pigargue en train de pêcher. Il a construit un petit abri, un affût, qu'il louait à des photographes. Et au bout du bout, la location de son affût pour l'observation de la faune sauvage lui rapportait plus que sa pisciculture. Merci beaucoup. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Marie Perrier, je suis un paysan en retraite mais toujours en activité dans le Massif central, en Limousin, c'est-à-dire près de Guéret pour ceux qui connaîtraient. Et là j'assure des responsabilités, je suis bien sûr paysan en élevage bovin-viande, bio, en agriculture en forme sociétaire, mais j'ai surtout, j'ai presque 70 ans aujourd'hui, donc je peux quand même dire que j'ai eu un passé militant important, qui sont passés de la défense des fermiers métayers, en passant par la Confédération paysanne, ensuite la présidence d'accueil paysan, et aujourd'hui la présidence de l'ATES. Donc sans oublier les coopératives et le reste. En fait, je ne sais pas si c'est très bien de dire tout ça, mais ça veut dire que j'ai accumulé quand même un certain regard, une certaine expérience sur notre société agricole et sur notre société tout court. Bien, aujourd'hui, il faut constater que le nombre d'agriculteurs en France et dans le monde disparaît. En gros, pour la France, c'est tous les 10 ans, on perd la moitié des paysans. Sur la planète, on constate un fort exode rural, qui vont dans les bidonvilles ou qui traversent la Méditerranée pour venir vers le pot de confiture qu'est l'Europe. Aujourd'hui, pour les paysans français et européens, c'est quand même d'engager des diversifications agricoles, c'est-à-dire des choses qui échappent aux lois du marché imposées par d'autres. C'est-à-dire le paysan est le seul producteur commerçant qui ne fixe pas son prix. Le prix est fixé par d'autres. Et le secteur qui échappe à cette logique, c'est le tourisme. C'est-à-dire que si tu es propriétaire d'une chambre d'hôte, c'est toi qui fixes le prix de ta chambre. Et si tu vends un repas en table paysanne, c'est toi qui fixes le prix. Donc nous, bien sûr, on est sur une démarche de tourisme social, donc accessible au plus grand nombre. Donc nous sommes sur des tarifs très raisonnés, mais il n'empêche que c'est le seul secteur dans notre secteur agricole où on décide du prix de notre produit. Alors donc aujourd'hui, il y a un enjeu formidable et indispensable de diversifier ces activités. C'est-à-dire à la fois d'aller vers des démarches de qualité qui soient reconnues par les consommateurs, d'aller vers des circuits courts le plus possible, c'est là où il y a de la valeur ajoutée, et puis d'aller vers les consommateurs d'une manière générale. Parce qu'il y a un enjeu de reconnaissance actuellement de la part des consommateurs. Et on a un rôle éducatif, on a un rôle de rappeler que la nourriture, c'est un bien précieux, indispensable à la survie de l'humanité, et que effectivement, par exemple, sur la question d'environnement, le réchauffement de la planète va fragiliser l'alimentation mondiale.
Ça, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, il est temps de reprendre conscience qu'il faut conserver une bonne fertilité des sols, donc arrêter de les matraquer avec des produits chimiques, arrêter de les surintensifier, produire de l'humus, parce que c'est ça la question, c'est produire de l'humus pour produire des plantes. Tout à l'heure, dans la conférence, je disais que notre rôle en tant qu'association, comme celle de Paysans du Monde, c'est de redonner de la dignité aux paysans, c'est-à-dire de leur redonner confiance. Le paysan est naturellement accueillant. Ça, c'est sa nature. C'est-à-dire qu'il est issu d'un milieu pauvre, généralement, et il sait qu'entre pauvres, il faut s'aider. Et plus on est riche, plus on est égoïste. Mais ce sont les pauvres qui partagent. C'est toujours pareil. Donc, par nature, le paysan est accueillant. Il est donc hospitalier. Et d'ailleurs, quand tu dis hospitalier, en russe, on ne trouve pas le mot paysan. Non, la vraie richesse dans le secteur du tourisme, c'est quand même les rencontres humaines. C'est ça le plus important, c'est de découvrir l'autre et de passer un temps, parce que c'est pas à sens unique. C'est-à-dire que quand tu reçois un touriste, il veut te connaître, mais toi aussi tu veux le connaître, parce que c'est un partage d'expérience. Et nous, sur notre ferme, on reçoit des touristes depuis 30 ans, et combien de fois j'ai vu des gens pleurer à notre table quand ils racontent leur vie. C'est terrible, hein ? Et ils se confient à nous. Pourquoi est-ce qu'ils se confient à nous ? C'est quand même assez extraordinaire, quoi, que des gens en arrivent à... Mais c'est une forme de thérapie, et je pense que le tourisme solidaire, social, c'est une thérapie pour nos compatriotes. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.